Merci de rester sur OM5, Lénaïque avec vous et Nicolas Humbert avec moi et avec nous aussi, directeur exécutif de Green Cross France et Territoire. C'est une, peut-on dire une association, Nicolas? Bonjour, tout à fait. Green Oui. Cross, c'est une association, une ONG, créée en 1993 à l'échelle internationale et en 2011 en France. Voilà, et elle est présidée par Jean-Michel Cousteau. Absolument. Jean-Michel, plongeur, navigateur, fils d'homme. Oui, absolument. Celui que tout le monde connaît, évidemment. Alors, il n'est pas là aujourd'hui avec nous, c'est vous qui représentez cette ONG. Donc, vous agissez comme plaidoyer sur des projets et sur les thématiques évidemment liées à la prévention des conflits, à l'accès à l'eau, à l'alimentation. Il y a aussi l'énergie et le côté qualité de vie. Absolument. On a essayé de travailler sur l'ensemble des thématiques qui permettent d'envisager un futur serein. Donc évidemment, l'accès à l'eau qui est un accès du quotidien, l'accès à l'alimentation et à l'énergie pour travailler sur le futur et sur le présent, l'économie de toutes ces ressources et la qualité de vie comme la qualité des milieux nous semblent absolument essentielles dans ce contexte. Et puisque vous représentez Green Cross France et Territoire, ça veut dire que vous n'agissez que sur la France et ses territoires ? Ça veut dire qu'on agit sur la zone d'influence de la France et la dimension territoire est un petit peu un jeu de mots. À la fois pour parler des territoires et notamment des outre-mer, soit liés à la France, soit liés historiquement à la France et qui ont permis son rayonnement, et pour se dire que rien ne peut se faire si on passe à côté de la dimension territoriale, de l'échelle du local et du concret. Vous savez mieux que moi que la France, à selon la manière de compter, le deuxième ou le troisième espace maritime au monde. Et c'est un espace sur lequel on ne peut pas parler en termes de généralité. La situation est différente entre l'Atlantique, l'océan Indien, le Pacifique, les terres australes et antarctiques également. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore à faire dans ce domaine ? Quels sont vos chevaux de bataille ? J'allais dire tout, mais c'est un petit peu excessif. Sur l'océan, beaucoup reste à faire parce que l'océan n'a pas été considéré historiquement comme une zone importante en termes d'enjeux pour le climat et en termes d'enjeux de préservation. On a en fait un petit peu oublié qu'une protéine sur deux qu'on mange tous les jours, même si on est à 1000 km du littoral, provient de l'océan. On a aussi oublié que les océans sont un poumon pour la planète qui visiblement contribue à 2/3 de la bonne santé du climat, le tiers restant étant donné par les forêts. Oui. Donc là, c'est-à-dire qu'on a plus axé ça sur les forêts et on a oublié l'océan. Absolument. Les forêts, c'est visible. Oui. Souvent, c'est à côté. La mauvaise santé des forêts, on la remarque immédiatement. Un océan en mauvaise santé, un plongeur, et ça n'est pas un hasard si mon président est plongeur, un navigateur va pouvoir s'en rendre compte, mais ça demande un œil relativement averti. Et pourtant, aujourd'hui, en termes d'enjeux, on se rend compte plus que jamais, après la conférence de Lima et avant la conférence de Paris que nous aurons en décembre cette année, que c'est essentiel. Si on demande aux gens du littoral ce que eux en pensent, qu'ils soient pêcheurs, qu'ils soient simplement promeneurs. Oui, ils voient des différences. Ils voient s'il y a de la pollution plus qu'un touriste, par exemple. C'est clairement. En Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire à quel point ce que je dis peut parler aux gens de la province du Sud, comme la province du Nord et des îles. À La Réunion, on pourrait parler de Saint-Gilles et de ce qu'il reste de récif corallien qui est soumis à toutes les pressions de la pollution humaine de par sa petite taille et le fait que c'est le seul récif corallien qui reste sur l'île. Donc on est vraiment sur quelque chose du quotidien. Et j'aurais pu aussi parler du président des îles Tonga ou du gouvernement du Vanuatu, pour lequel le problème de la montée des eaux comme le problème de la qualité des eaux sont deux problèmes de survie. Et alors vous faites quoi alors pour œuvrer dans le sens de qualité de vie et de l'environnement ? Donc trois choses.
Une première chose, mais qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on aide les petits pays ou les gouvernements locaux qui ont affaire à ces thématiques à se fédérer et à trouver ensemble des solutions. C'est pour ça qu'on est... C'est pas vous qui arrivez avec vos solutions. Vous dites pas, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant, on arrête tout ce qui existe aujourd'hui, faites comme nous, faites comme nous. Jamais. Ça a déjà été fait. C'est un comportement qui est relativement prétentieux. Ouais. Et en plus, c'est un comportement qui est assez inefficace sur le terrain parce que il dépend d'un meneur d'hommes. Nous, le mode de fonctionnement de Green Cross, c'est vraiment d'aider de manière neutre et de manière apolitique à avoir une concertation, un projet ambitieux et un projet en fait qui soit local. Dans notre jargon, on l'appelle 4D. Un projet déconcentré, un projet diversifié, un projet décarboné. Et le 4e D, qui est tout aussi essentiel, c'est un projet démocratique. Est-ce que ce projet-là, vous allez quand même avoir un droit, on va dire, de conseil, par exemple? Imaginons que quelqu'un, une communauté locale, vous propose un projet dans le cadre de la remise à niveau d'un littoral ou d'un autre environnement. Est-ce que vous pouvez leur dire, non, ce projet-là est viable, celui-là peut-être pas, peut-être qu'on peut ménager la chèvre et le chou et faire comme ça? Est-ce que vous œuvrez aussi dans ce sens? Alors, on a un devoir de conseil et on a en face un devoir également d'écoute. L'association est complètement indépendante des pouvoirs publics et ne vit que par les financements de ses membres, de ses adhérents et ses ressources propres. Ça nous permet d'être finalement très indépendants dans le conseil, dans le mode de fonctionnement qu'on va donner, d'alerter sur certains sujets comme l'impact entre les crèmes solaires, les perturbateurs endocriniens, la santé des coraux et la santé humaine, et également de pouvoir Donc dire... vous arrivez, par exemple, au Vanuatu. Vous êtes allé au Vanuatu? Absolument. Oui. Donc vous arrivez là-bas, vous rencontrez les locaux et vous faites avec eux un constat. Et par rapport à ce constat, vous dites, voilà ce qu'on peut faire. Alors, enfin, voilà ce que vous pouvez faire. On intervient souvent d'une manière sollicitée. Ce qu'on préfère, plutôt que de faire un constat, parce que malheureusement le constat dans ses grandes lignes est connu, c'est proposer des pistes de solutions. Il y en a une qui est faite par exemple entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, c'est de travailler sur un élevage raisonné d'holothuries qui permet d'apurer les eaux tout en fournissant un revenu facile et sur une transformation locale pour être sûr de garder la valeur ajoutée sur l'archipel. Et à partir de ceci, d'avoir les financements nécessaires localement pour aller plus loin. C'est malheureusement une stratégie des petits pas et on sait qu'on ne peut pas dissocier l'environnement du bien-être des populations, des ratios économiques, surtout dans des territoires comme le Vanuatu. En termes économiques, puisque vous disiez que vous vivez avec vos membres et vos fonds propres, ça veut dire que financièrement, vous avez les moyens quand même d'offrir à une population ou à une autre un matériel ou de l'argent, tout simplement? Alors, nos moyens sont toujours insuffisants et par rapport à ceci, on pense que la méthode du don n'est pas forcément la méthode la plus adaptée. Par contre, on a les moyens pour, sur 1 ou 2 territoires, voire 3 ou 4 territoires par an, fournir localement un éclairage, une méthode de travail et la capacité d'aller chercher les outils qui permettent d'assurer un développement écologique responsable. Mais vous avez un exemple comme ça dans les Outre-mer, avec un pays avec lequel vous avez travaillé, que vous avez mis en place des choses, vous avez aidé à la mise en place? Donc il y a 2 exemples qui me tiennent à cœur et 2 exemples qui sont à court de route, sur lesquels je vous donnerai à la fois le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. On commence par le moitié vide. C'est mieux, on finit par la moitié plein. Ok. Allons-y. Donc, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie héberge depuis maintenant 3 ans des forums océaniens de mobilisation des gouvernements et des sociétés civiles du Pacifique Sud autour d'enjeux de transition écologique responsables. Jean-Michel Cousteau et moi-même sommes ravis d'avoir participé aux réflexions en 2014 et d'avoir aidé à accoucher d'un vivier de un peu plus de 30 propositions qui permettent de rendre concrète cette transition écologique et de se dire que le Pacifique Sud, quand il va dans les négociations internationales, fait aussi sa part de chemin pour être écologiquement pertinent et exemplaire. Le verre
à moitié vide par rapport à ceci, c'est que le calage est prêt. Tous les acteurs régionaux, territoriaux sont prêts et je salue, s'ils nous écoutent, la tribu Guapa, Poya ou nos amis de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Cook, du Vanuatu qui ont eux-mêmes un certain nombre de projets. Et on attend quelques arbitrages et quelques curseurs du côté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, mais aussi du côté du Haut-Commissariat français pour enclencher la vitesse supérieure et passer dans le suivi et dans la réalisation de ces projets. On y est presque. C'est une question quoi? De semaines, de mois? Si on veut être prêt pour Paris Climat 2015 et si on veut montrer qu'il y a une mobilisation dans le Pacifique Sud, c'est une question de semaines et de jours. Et je vois aux échanges que j'ai en ce moment que tout le monde a envie d'aboutir. Donc j'ai confiance et qu'en termes de mobilisation des acteurs, ce qui m'a personnellement le plus étonné, c'est que je n'ai entendu personne qui est en situation d'attente de recevoir un don, comme vous le disiez. C'est vrai? J'ai vu sur place des gens qui avaient des projets, qui cultivaient de l'aloe vera, qui de manière raisonnée, qui étaient sur de l'élevage de l'auturie, des menuisiers qui voulaient savoir comment travailler de manière responsable avec la forêt, qui avaient besoin d'un appui technique et d'un appui projet, mais qui étaient prêts à s'investir et dont c'était le projet. Oui. Ils n'attendaient pas de l'argent pour pouvoir commencer quelque chose. Déjà, ils sont acteurs. Exactement. Et ça fait vraiment plaisir. Le deuxième projet sur lequel on a investi, qui rentre un petit peu dans cette dynamique-là, c'est qu'on accompagne en fait le cluster green sur l'île de la Réunion, qui est un cluster qui initialement a été créé sur les métiers du recyclage local et des filières REP, responsabilité élargie du producteur. Donc on voit le retraitement de l'électroménager brun, de l'électroménager blanc, plein de choses qu'on baladait avant sur des bateaux entre l'outre-mer et la métropole qui ne créaient pas de valeur ajoutée autour de leur retraitement en métropole. Et qui au contraire coûtaient de l'argent. C'est absolument. Et quand on a 40% de chômage localement, c'est un petit peu dommage. Le Cluster Green a fait un boulot absolument magnifique, notamment autour de sa présidente, de sa directrice, Christiane Albert. Ils ont mis en place, fin 2014, une unité de retraitement des électroménagers blancs sur l'île de la Réunion, à travers le SICR, le syndicat des importateurs, qui, lui, s'est regroupé. Oui. Donc ça veut dire que quand ça marche quelque part, après ça peut être décliné sur tous les outre-mer et en métropole. Ça peut être décliné, ça peut être amélioré, ça peut donner des idées. Quand on parle de la Réunion, ça serait dommage de ne pas parler en même temps de l'île Maurice et de Madagascar. Donc là, on voit également qu'il est possible d'élargir le champ de vision. Et puis, l'étape justement qu'on veut maintenant franchir, c'est l'étape de l'économie circulaire locale, de faire en sorte que tout se fertilise, que les ressourceries qui existent localement, qui collectent les produits usagés, mais encore en état d'usage et qui les revalorisent, puissent se développer, travailler en réseau. Ça, ce n'est pas encore le cas ? Ça commence. C'est timide, ça commence. On voit un coup de projecteur qui est donné sur un grand chantier à La Réunion dont la pertinence écologique me semble tout à fait questionnable et qui risque de mettre une pression effarante sur les matériaux de construction sur l'île. On s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'existait pas encore de stratégie raisonnée à la hauteur des enjeux pour gérer des gravats, pour gérer des matériaux de construction. Mais c'est le cas de beaucoup de territoires d'outre-mer. C'est pas que la Réunion, là. Complètement. Oui. Complètement. Et c'est aussi ce qui nous intéresse en accompagnant tel ou tel territoire, c'est qu'on commence un projet avec un bassin de vie, avec un bassin de population locale, mais que le projet peut servir à donner des idées pour que d'autres s'en emparent dans d'autres territoires distants. Et c'est là où je suis très heureux de discuter avec vous quand on sait que l'émission est diffusée partout dans le monde. Absolument, on est présent sur Internet, donc tout le monde peut nous regarder, et les territoires ultramarins en premier, mais tous les autres pays aussi. Pour parler du verre à moitié plein, alors c'était l'exemple de la Réunion ou pas ? Ou c'était un autre ? En fait, chaque exemple comporte son verre à moitié vide et son verre à moitié plein. C'est-à-dire que plus on rentre dans le concret des différents sujets, que ça soit à La Réunion, que ça soit en Nouvelle-Calédonie, plus on s'aperçoit que le chemin à parcourir, il reste devant nous, qu'on est fiers des premiers pas qui ont été accomplis
mais qu'on a besoin d'être beaucoup plus nombreux pour aller plus loin. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle de Green Cross France et Territoire, parce qu'il y a Green Cross International aussi, mais France et Territoire, qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous, ou en tout cas, à quel moment vous voudriez qu'on fasse appel à vous? Alors, parce que je suppose qu'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas qu'ils peuvent faire appel à votre expertise, à vos conseils. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas encore. Parce que Green Cross a été créé en fait sur un modèle qui est celui de la Croix-Rouge, donc à la fois d'avoir une action de plaidoyer assez intense auprès des dirigeants, qui soient dirigeants publics et dirigeants privés, et des projets concrets. Le fait que Green Cross soit connu ou pas connu en tant que tel, finalement, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Par contre, ce qui est important, c'est que les projets parlent d'eux-mêmes et que chacun puisse s'approprier les projets. Et aujourd'hui, quand je vois que l'économie circulaire, qui était un mot inconnu il y a quelques années, commence à être connu, qu'il y a un institut de l'économie circulaire, on se dit à la fois dans les Outre-mer, à Paris, à l'échelle européenne et à l'échelle internationale, que l'économie circulaire peut être une solution aux problèmes environnementaux en même temps qu'une solution humaine, je suis relativement content. Quand je vois les difficultés qu'on a pour accéder à une alimentation de qualité et qu'en parallèle, plus d'un aliment sur deux finit dans une poubelle sans avoir été touché, là, je suis inquiet. Heureusement, vous me disiez en préparation que vous allez parler bientôt de gastronomie. Oui. Par exemple, travailler pour faire en sorte que la gastronomie et le bien manger, c'est-à-dire la dimension santé, la dimension qualité de l'alimentation, la dimension du local, travail de concert, ça, c'est un chantier de longue haleine qu'on commence tout juste et sur lequel on a besoin d'absolument tout le monde, depuis l'agriculteur, depuis le pêcheur, jusqu'au consommateur et même les médias pour relayer l'information. Absolument. Parce que c'est l'éducation qui va changer tout. Oui. Et vous me le faisiez remarquer tout à l'heure, on est parti d'une éducation où dans les années 2000, dans les années 90, on était plutôt doctrinal, il y avait des bonnes et il y avait des mauvaises idées. Nous, ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que les gens se parlent et qu'il y ait des projets concrets avec des personnes qui, au départ, ne pensent pas toujours la même chose, qui se mettent en place. Et pour ça, plus que jamais, on a besoin des médias, on a besoin d'enclencher la discussion et on a besoin de rentrer sur des sujets compliqués. Alors, si vous voulez plus d'informations sur Green Cross, on pourrait résumé par la Croix Verte de l'environnement, parce que vous parliez tout à l'heure de la Croix-Rouge, donc là c'est la Croix Verte de l'environnement. Vous avez un site web, c'est tout simplement GCFT, donc Green Cross France Territoire.fr. Pour la page Facebook, c'est exactement la même chose, c'est Green Cross France et Territoire. Vous aurez toutes les informations sur leurs actions actuelles, sur leurs actions à venir, vos projets aussi. Et puis il y a aussi, vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, c'est cette fameuse table ronde et le débat public qui aura lieu le 9 février à l'Aquarium de la Porte Dorée. Donc le sujet sera perturbateurs endocriniens dans les récifs coralliens et zones littorales, impact sur les écosystèmes et la santé humaine. Alors ça a l'air un petit peu pompeux comme ça, mais c'est un débat public. Donc même si on n'y connaît rien, il faut y aller parce que évidemment il y a cette notion de quand on utilise des crèmes solaires ou des huiles solaires, quel impact ça peut avoir sur le lagon par exemple. Donc si vous voulez en apprendre plus, sachez que l'entrée est gratuite à cette table ronde, mais qu'il faut vous inscrire. Vous en saurez un petit peu plus en allant sur le site notamment de l'Aquarium de la Porte Dorée ou même sur votre page Facebook ou votre site, je le rappelle, gcft.fr ou la page Facebook Green Cross France et Territoire, et là vous vous inscrivez automatiquement. Donc rappelez-vous la date, le 9 février 2015 à partir de 19h et jusqu'à 20h30 environ, où on pourra aussi vous retrouver bien sûr lors de cette table ronde, et vous serez avec Michel Ignette, le directeur de l'Aquarium de la Porte Dorée, et vous serez aussi avec Jean-Pascal Quau qui est lui le directeur général de l'ARVAM. Alors qu'est-ce que l'ARVAM ? C'est une structure qui valorise et qui gère les ressources marines et côtières. Voilà un petit peu pour le résumé. En tout cas, merci d'être venu nous parler de Green Cross. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Juste un mot pour rebondir sur les sujets compliqués. Ne vous laissez pas interpeller par le titre de cette conférence. Fait toujours peur, hein. On sait qu'on a 75% des récifs coralliens qui sont en situation critique, que c'est l'écosystème le plus diversifié au monde.
on se rend compte que nos crèmes solaires ont un impact sur le milieu, mais ont aussi un impact sur notre santé. Et surtout, il existe des solutions pour aller de l'avant. Vous parliez de Jean-Pascal Code tout à l'heure. Jean-Pascal Code et l'ARVAM ont mené une étude qui était à La Réunion, juste à côté de Saint-Gilles. Ils sont allés sur le récif, se sont rendus compte que 40% des personnes sur place savaient que le récif était pollué et que vraisemblablement, eux pouvaient faire quelque chose en changeant de crème solaire. Et ils Seulement ne l'avaient pas 1% avaient trouvé comment faire. Et donc, on va à la fois montrer que c'est un sujet sur lequel on peut trouver une manière d'agir en commun, y compris avec les fabricants de cosmétiques, avec les pouvoirs publics, et sur lequel n'importe qui va à la plage et qui va sur un récif, mais c'est vrai aussi pour la métropole, sur des zones comme le golfe du Morbihan ou le parc naturel des Calanques, doit pouvoir savoir comment faire, et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors, il y avait une association en Polynésie que j'avais reçue sur mon plateau lorsque j'étais à Tahiti et qui disait solution toute simple, évitez l'huile solaire, mettez un t-shirt. Il y en a d'autres. Hein. C'est absolument, mais c'est un bon début. Certains au Mexique ont travaillé, ça marche très bien. Ça marche très bien aussi. Merci Nicolas.